Les vraies voix Sud Radio. Et Félix, 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Délai, flashball et menstruation. Le délai limité du Parlement pour voter la réforme des retraites. L'Assemblée nationale devra tirer le rideau ce soir minuit sans avoir pu voter sur la mesure d'âge direction le Sénat. L'État condamné à verser plus de 100 000 € à un manifestant éborgné par un tir de flashball de la police à Montreuil. C'était en 2009, 10 ans avant les Gilets jaunes. Et puis après l'Espagne qui adopte un congé menstruel pour les règles douloureuses, les écologistes lancent une concertation. Ils espèrent en faire autant en France. Les vraies voix Sud Radio. Vous pouvez rigoler, Madame la Présidente. Moi, ça me fait pas rire. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois. Des incidents de séance, des suspensions, des rappels au règlement. Ambiance hyper tendue dans l'hémicycle ces dernières heures à cause de ce délai. Ce soir minuit, l'Assemblée nationale devra passer le relais au Sénat pour la réforme des retraites. Son temps est écoulé bien avant d'avoir pu voter sur l'article 7, celui qui repousse l'âge légal à 64 ans. Pourquoi des délais si contraints ? Eh bien parce que le gouvernement a choisi de faire passer cette réforme sous la forme d'une loi rectificative du budget de la sécurité sociale. Or, l'article 47.1 de la Constitution permet d'accélérer les choses pour ces projets de loi de finances sociales. Mais le gouvernement était-il obligé d'appliquer ces délais raccourcis à la réforme des retraites ? Pas du tout, estime Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle. L'alinéa 3 de l'article 47.1 dit que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Ça veut dire que c'est une possibilité qui est donnée au gouvernement, puisque l'esprit de cet article 47.1, c'est l'urgence en fin d'année de pouvoir financer la sécurité sociale. Là, il n'y a pas d'urgence, donc les délais qui figurent dans l'article 47 ne s'imposent pas. Il me semble que c'est simplement une faculté qui est donnée au gouvernement dans le cas où il ne pourrait pas financer la sécurité sociale en temps voulu, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année qui vient. Là, nous ne sommes pas du tout dans cette situation, donc je pense que le gouvernement peut décider que les délais ne s'imposent pas. Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel à l'université Sorbonne Nouvelle, elle publie l'ouvrage La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel aux éditions Amsterdam. Laureline Fontaine qui, pour autant, juge peu probable justement que le Conseil constitutionnel retoque cette réforme des retraites à cause de ce choix de procédure du gouvernement. Réaction, les vraies voix. Je vais rendre hommage à Cécile, puisque l'autre jour, elle avait été la seule à dire qu'on pouvait prolonger les débats. Tout le monde me disait non. Nous avons eu un signe de connivence. Absolument, avec Philippe Bilger, nous étions d'accord sur ce sujet. Nous avions compris plus rapidement que vous qu'en réalité, c'était une approbation. Vous voyez, je rends hommage à César. Ceci étant dit, c'est passionnant de voir à quel point il y a un vrai suspense parlementaire, même si aujourd'hui, en réalité, le suspense est éventé, parce qu'on imagine mal, avec le nombre d'amendements qui restent, que l'article 7 puisse être abordé avant minuit. Oui, il reste 5h40 et 38 minutes. Et il y en a une. Sur l'article 7, il y a la bagatelle, je crois, j'arrive plus à moins 6 000, 7 000 amendements. Ils en ont enlevé quelques-uns, mais donc vu le nombre d'amendements qui restent, ça va être compliqué. Ouais. Donc voilà. Emmanuel Dupuis. Alors moi, je veux positiver. Je vais faire un petit peu d'exégèse de la parole de Gérard Larcher. Ça prouve que le Parlement est utile. Ouais. Voilà. À un moment ou à un autre, ça prouve que le Sénat, qui va avoir la deuxième lecture de ce texte, puis l'Assemblée de nouveau, pourra malgré tout montrer qu'il y a une méthode du gouvernement qui n'est pas la bonne. Parce qu'on ne peut pas d'un côté appeler à ce qu'il y ait un vote et donc une concertation, et tout faire pour réduire le temps, juridiquement parlant, ou constitutionnellement parlant, au cours duquel le débat se fait. Mais de toute façon, même s'ils rajoutent du temps, comme le dit la Constitution, ils peuvent passer au 49.3 après. Donc ils le feront de toute façon. Autre sujet, Philippe. Autre sujet, l'État condamné à verser plus de 100 000 € à un manifestant éborgné en 2009. Oui, 10 ans avant les Gilets jaunes, à l'époque, d'ailleurs, on parlait plutôt de flashball que de LBD. Les faits s'étaient déroulés à Montreuil, dans une ancienne clinique désaffectée, des lieux squattés par des militants. L'un des hommes qui filmait les faits avait perdu son œil. La police aurait fait usage de flashball, des tirs sans sommation, dit-on, avec plusieurs blessés, dont Joachim Gatti, qui aurait perdu son œil suite à ses blessures. Une enquête de la police des polices a été ouverte, mais ce soir, on compte bien dénoncer ces violences faites par la police. Résumé à l'époque de la chaîne iTélé sur place à Montreuil, et qu'on retrouve dans une des vidéos faites à l'époque par ces militants qui gravitaient autour de la victime de ce tir de flashball. À l'époque,
République. Quelques jours après son éborgnement, ses militants avaient fait lire, par exemple lors d'un rassemblement, une lettre du caméraman militant blessé. C'est bien nos gueules qu'il visait, c'est bien nos gueules qu'il voulait casser. Et moi, j'ai perdu mon œil. Mais il m'en reste un. Et avec lui, une haine sourde et méchante. Et avec lui, une détermination à continuer. Affaire devenue emblématique de ceux qui combattaient les violences policières, disait-il. Au pénal, le policier reconnu coupable du tir avait été condamné en 2018 à 18 mois de prison avec sursis et 24 mois d'interdiction de port d'armes. Auprès de la justice administrative, la victime, un ancien caméraman reconverti dans le social, demandait cette somme de 508 000 €. Il expliquait notamment ne plus pouvoir exercer son métier de caméraman et de monteur à cause de cet accident. Pour autant, le tribunal administratif de Montreuil a quand même abaissé cette somme à 105 350 €. Le juge administratif retient notamment que l'homme avait fait preuve d'imprudence en participant à ce rassemblement dans lequel se manifestait une certaine agressivité envers les forces de l'ordre. On a bien entendu monteur et non pas menteur. Monteur, voilà, caméraman et monteur. Voilà, et du coup, il s'est reconverti. Merci beaucoup. On termine avec ce congé menstruel adopté en Espagne. Les écologistes espèrent pouvoir en faire autant en France. Et oui, le député écologiste Sébastien Pétavy annonce le lancement d'une concertation avec les organisations féministes et syndicales sur ce congé menstruel. Objectif, permettre donc un congé pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Nous devons passer la vitesse supérieure, prendre exemple sur nos voisins, lancer le débat en France, dit-il. Le député de la Dordogne précise avoir décidé, donc en concertation avec son équipe, par exemple, de mettre lui-même en place un congé menstruel en interne dès le 1er mars. En décembre dernier, d'ailleurs, c'était le PS qui avait annoncé avoir mis en place un jour de congé menstruel pour les salariés de son siège à Ivry-sur-Seine. Cela existe au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie, à Taïwan, en Zambie, désormais en Espagne, mais ça reste quand même minoritaire dans le monde. En France, quelques entreprises le proposent, comme par exemple le fabricant de mobilier Louis Design. Oui, et puis ça crée déjà des remous puisque certaines femmes disent qu'elles seront forcément discriminées dans les entreprises. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Est-ce que c'est une avancée ou pas une avancée ? Cécile, j'ai scrupule à me mêler de problèmes qui relèvent des femmes et de leur choix. En même temps, je ne trouve pas pour une fois absurde cette chose si elle est mise en œuvre. Oui. Moi j'avoue que j'y suis plutôt favorable. Parce qu'on sait que parfois les femmes souffrent quand même pas mal de ce genre de problèmes. Donc moi je trouve ça c'est plutôt positif, ça va dans le bon sens, j'y serais favorable. Moi. Après les médecins, faut que les médecins le prescrivent, donc c'est compliqué, hein. c'est pas si simple, Emmanuel Dupuis. Oui, mais si une femme souffre vraiment, le médecin va lui prescrire et je trouve que c'est tout à fait normal qu'elle puisse avoir un congé pour ça. À condition que ce ne soit pas généralisé, parce qu'effectivement ça pourrait être discriminant. Hein, on se souvient de toute façon que les femmes touchent moins à raison de comparaison avec le salaire d'un homme et que accessoirement elles ont une carrière plus courte. C'est d'ailleurs un des sujets dont il n'a pas été question suffisamment dans la réforme des retraites. Mais effectivement, si c'est une prescription médicale, là, à cela, c'est une avancée. Ça reste une avancée. Évidemment, mais si c'est généralisé, là pour le coup, ça pourrait faire l'objet de beaucoup de débats. Oui, effectivement. En tout cas, vous restez avec nous.